Bon bah du coup bienvenue pour ce petit lunch and talk qui est organisé dans le cadre du programme Active Ardennes. Du coup le sujet d'aujourd'hui c'est d'aborder quelques outils pour développer un peu la créativité et surtout pour innover. Alors j'ai mis quelques outils, je vais faire un focus un petit peu plus particulier sur un et vous donner deux autres outils. Également un bouquin que vous pourrez vous procurer si vous voulez aller un petit peu plus loin dans toutes les démarches de créativité à l'avenir. Donc, déjà, j'ai une petite question à vous poser. Qui ici se sent créatif? Vous pouvez lever la main si c'est le cas. Donc, on a une personne créative, deux. Ok, donc un petit peu. Ok, pour Laurent. Ok, très bien. Bon, bah alors déjà, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui n'ont pas levé la main. C'est que la créativité, c'est pas un don en fait, c'est un apprentissage. Ça s'apprend en fait d'être créatif en maîtrisant des techniques de créativité. Voilà, et ça s'apprend, mais par contre, ça se pratique surtout. C'est-à-dire qu'on peut lire autant de méthodes de créativité qu'on souhaite. Il faut surtout les pratiquer parce que c'est là qu'on commence à les appréhender, à vraiment s'en imprégner et à les rendre efficaces. Donc du coup, voilà les points. Et un autre point, c'est que la créativité, elle peut s'exprimer quand il y a des contraintes. S'il n'y a aucune contrainte, on n'a pas de raison de trouver des moyens créatifs en fait. Donc, du coup, la créativité s'exprime, a besoin de contraintes pour pouvoir s'exprimer. Et c'est le cas généralement dans les projets entrepreneuriaux, de manière générale. Alors j'ai un petit défi à vous lancer, rapide. Est-ce que vous pouvez me donner deux entreprises qui existaient en l'an 2000 et qui n'existent plus en 2020, ok, et deux entreprises qui n'existaient pas en 2000 et qui sont aujourd'hui incontournables. Je vous laisse 2-3 minutes pour pouvoir réfléchir à ça, si ça vous va. Ouais, je vous fais travailler un petit peu. Alors, deux qui existaient en l'an 2000 et qui n'existent plus en 2020 déjà. On va commencer par ça. N'hésitez pas à ouvrir vos micros indirectement et puis à intervenir si vous avez déjà trouvé. Ah, je vois qu'il y a des messages. Je vais ouvrir la pote. Lycos. Alors, Lycos, je connais pas du tout. C'est quoi comme entreprise? Alors bonjour, Lycos, Bonjour. le chien noir qui était moteur de recherche avant qu'on ait Google. D'accord, ok. À la même époque, Ouais. de Caramel, tout ça, quoi. D'accord, ok. On a MSN aussi. On est, ouais, mais effectivement, MSN. LimeWire, ouais, effectivement. Ok. Alors du coup, moi, j'en avais trouvé d'autres aussi. C'était Kodak, l'entreprise qui faisait les appareils photo jetables Kodak. L'entreprise Nokia également. Et je vous avais mis aussi l'entreprise Moulinex, ceux qui font la micro, les petits appareils ménagers. Le point commun, en gros, de toutes ces entreprises-là, c'est qu'à un moment, il y a eu un changement sur leur marché et qu'elles n'ont pas été capables de voir, mais ne fabriquent plus d'appareils, ouais. Ok, c'est plus sous cette forme, quoi. En gros, ils ont eu quand même des gros soucis parce qu'ils n'ont pas été capables de voir l'avènement du numérique, si je prends le cas de Kodak, alors que, si je raconte pas de bêtises, il y avait un des employés de Kodak qui travaillait sur les sujets d'appareils photo numériques et en gros, et quand il a proposé, on lui a rigolé au nez et donc il est parti dans une autre entreprise. Donc voilà, donc en gros l'idée c'est de dire que dans toutes ces entreprises-là, ces entreprises qui n'ont pas su réagir au moment où il y avait des modifications sur leur marché. Et si on prend deux entreprises qui n'existaient pas en 2000 et qui sont incontournables aujourd'hui. Facebook. Comment? Facebook, c'est ça? Ok, quoi d'autre? YouTube, Rimbotech, ouais, Rimbotech effectivement. Ok, d'accord. Donc je vous avais mis Snapchat, on a d'autres choses comme Instagram, LinkedIn, des choses comme ça.
Et le point commun, c'est que c'est des entreprises qui se sont axées sur les nouveaux comportements, les nouvelles modes, on va dire, et qui ont su proposer des services qui correspondaient aux attentes des usagers. Voilà. Alors, je continue. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux modes de fonctionnement généralement dans les entreprises. On a les entreprises qui sont plutôt des entreprises, on va dire, plutôt classiques, avec actionnaires, etc. Vraiment des entreprises classiques qui sont plutôt dans un mode execute. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont un business model qui est déjà déterminé. Et ils considèrent que leur modèle économique il est acquis et en fait le seul objectif qu'ils ont c'est essayer de l'optimiser pour pouvoir améliorer la création de valeur pour l'actionnaire. Donc ça c'est vraiment le modèle execute. On se structure, on met en place des procédures, des process pour pouvoir développer son marché et voilà, capitaliser sur ce qu'on a déjà. Alors que comment? J'ai une intervention? Il y a une question? Ok, je pense pas. On a du coup l'autre mode qui est le mode Explore, qui est celui qui favorise plus l'aspect, qui correspond plus au modèle startup, on va dire, le modèle qui va plutôt chercher à arriver à une corrélation entre le produit qu'on va proposer et le marché. Et on va essayer de faire pivoter à nombreuses reprises le modèle économique pour que ça fonctionne le mieux avec son marché, que ça réponde le mieux aux attentes de ses clients. Voilà, c'est quelque chose qui effectivement est marqué, opère rapidement dans un sens de l'urgence. Donc ce que dit la théorie, c'est qu'en gros le modèle qui est le plus intéressant pour pouvoir innover, c'est d'être plutôt dans un mode explore plus que dans un mode execute qui, vous l'aurez compris, est beaucoup plus figé sur l'existant et sur ce qu'on possède déjà. Alors, pourquoi ça passe pas? Ouais. Ok. Donc l'objectif qu'on a, en gros, c'est de pouvoir innover, se différencier et innover pour pouvoir accéder à de nouveaux, pour pouvoir se différencier par rapport aux concurrents. Je vous ai remis rapidement les différents types d'innovation parce que c'est souvent une question, savoir, ok, l'innovation, mais qu'est-ce que vous entendez par innovation? Déjà, il y a plusieurs types d'innovation. L'innovation, c'est pas forcément, je sais pas moi. L'invention du moteur à essence. On n'est pas que sur ce genre de choses. On peut être sur différents types d'innovation. Donc l'innovation incrémentale, c'est plutôt une amélioration en gros de quelque chose qui est déjà existant. On va le faire progresser. On va ajouter de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses qui vont permettre de répondre à d'autres besoins. Vous voyez un petit peu le schéma avec l'évolution. Hein. On fait évoluer petit à petit son produit. Et le disruptif, c'est un mot plutôt à la mode en ce moment, c'est vraiment de proposer quelque chose qui va bouleverser complètement le marché et changer complètement les habitudes de fonctionnement. Typiquement, si on prend le cas des appareils photo, quand on était sur les appareils photo jetables aux appareils photo numériques, là on est vraiment sur une grosse innovation qui a complètement bouleversé le marché des appareils photo. Par contre, quand on passe de l'iPhone 10 à l'iPhone 11, globalement, on va apporter de l'innovation, on va apporter des nouvelles choses, mais fondamentalement, ça va pas changer l'usage qu'on a du produit. Donc voilà un petit peu pour dire l'innovation, il faut voir ça beaucoup plus largement que juste une innovation, par exemple, technologique. Voilà, c'est beaucoup plus large que ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est déjà une méthode qui va peut-être vous parler pour du coup être un peu plus créatif et innover sur son marché. C'est la méthode du design thinking. Je sais pas si ça vous parle. Qui connaît le design thinking déjà dans les personnes qui sont là? Je vois pas tout le monde sur. Oui, ok, d'accord. Ouais, ok. Bon je vais faire rapidement en fait l'idée. Donc ça a été créé par ces deux personnes qu'on voit, donc Tim Brown et David Kelley, qui sont en fait les fondateurs d'un cabinet qui s'appelle le cabinet IDEO. Hop, je passe. Et donc c'est une méthode qui est basée sur 5 étapes qui permettent à terme d'arriver à un produit ou un service qui correspond parfaitement aux attentes de son marché. Donc on a une première étape qui est l'étape d'empathie. C'est une étape super importante.
Et donc, je vous ai mis une petite citation d'Albert Einstein qui disait qu'il n'avait pas de talent particulier, mais qu'il était vraiment curieux. Et donc, l'idée de ça, c'est de dire que voilà, vous devez cibler votre marché, essayer de choisir une cible que vous voulez adresser, l'observer, interagir avec elle, essayer de comprendre ses habitudes, ses problématiques, pour pouvoir ensuite avancer sur la méthode. Donc là, c'est vraiment une phase d'analyse. C'est souvent cette phase-là on va réaliser les études un petit peu, vous voyez, les enquêtes de terrain où on va leur poser des questions, faire des petits questionnaires voilà, sur leurs habitudes, sur leur fonctionnement, pour pouvoir identifier un caillou dans la chaussure et identifier quelque chose sur lequel vous allez pouvoir avoir une action. Vous avez également la possibilité de réaliser, alors c'est un outil qui peut être complémentaire, c'est les personas. Je sais pas si ça vous parle. C'est l'idée du persona, c'est qu'une fois que vous avez fait toutes vos études, vous pouvez essayer de commencer à adresser des profils un petit peu. Alors c'est des profils qui vont être comment dire, qui vont pas être réels, mais ça permet d'essayer de se projeter un petit peu dans les usages de ces utilisateurs, enfin de ces futurs clients. Donc vous allez essayer de dessiner un petit peu, par exemple Elodie, voilà, avec ses différentes attentes, ses différentes frustrations, qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie, voilà, c'est un peu ses valeurs, ces choses comme ça, pour pouvoir essayer déjà de vous projeter dans la personnalité des personnes qui sont vos futurs clients. Donc ça, c'est un exercice qui est assez intéressant pour vraiment se mettre à la place et être dans une optique d'empathie. Ensuite, on a la deuxième étape qui est la partie définition en gros de la problématique. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait votre phase d'empathie où vous avez essayé de comprendre un petit peu le fonctionnement de votre cible, essayer de comprendre ses problématiques, etc. Et là, l'idée dans la partie définition, c'est d'être capable de définir un problème qui sera en fait l'objet de votre étude derrière. C'est-à-dire l'objet vraiment de votre travail pour lui proposer une solution. Donc ça, c'est la deuxième phase. Donc, c'est ce qui est noté, vous démarrez effectivement avec les besoins que vous avez identifiés et vous allez questionner notamment la personne en lui posant les 5 pourquoi, histoire de creuser vraiment ses besoins et définir quel est le besoin à l'origine de toutes ces problématiques. Et ensuite, vous allez essayer d'exprimer le problème que vous allez chercher à résoudre, c'est-à-dire votre point de vue et voilà. Donc l'idée à la fin, c'est de pouvoir identifier le problème que vous allez traiter. Ensuite, la troisième étape, qui est plus justement l'étape créative, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à introduire les notions de brainstorming, c'est la partie d'idéation. Donc là, le principe de l'idéation, c'est par rapport à notre problématique qu'on a identifiée, ça va être de pouvoir trouver des solutions, pouvoir trouver des choses pour répondre à cette problématique-là. Et donc, ce qu'en tout cas je propose de faire par rapport à ça, c'est d'alterner deux phases. Une première phase qui est une phase de divergence. Donc, vous constituez un groupe ressources de travail avec plusieurs personnes et vous allez faire une phase de divergence, c'est-à-dire que vous allez donner plein d'idées, plein d'idées, voilà, en suspendant vraiment le jugement, en essayant de produire de la quantité et vraiment sur un mode de brainstorming, essayer de trouver un maximum d'idées. On se censure pas, on ne critique pas les idées des autres, on est vraiment dans une phase de créativité. Et une fois qu'on a réalisé cette phase de divergence, on va essayer de converger justement. Et c'est à ce moment-là qu'on essaye d'avoir ce jugement positif, essayer de trouver les idées qu'on trouve les plus pertinentes pour pouvoir converger vers une solution qu'on va pouvoir retenir. Alors, en essayant toujours de garder en tête effectivement l'objectif, c'est-à-dire la problématique de base à laquelle on essaye de répondre. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. C'est très clair. Très clair ? Ok, merci. Ensuite, on a la quatrième étape qui est l'étape de prototypage, c'est-à-dire que une fois que vous avez fait votre phase d'empathie, vous avez défini votre problématique à laquelle vous souhaitiez apporter une réponse, vous avez fait votre brainstorming où vous avez déterminé une solution qui pourrait répondre à cette problématique-là, vous allez réaliser une phase de prototypage qui permet de mettre un petit peu, de rendre vivant, de rendre les idées vivantes et donc de pouvoir inspirer les personnes à qui vous allez le montrer. Et donc effectivement, ce qui est noté, c'est qu'un prototype vaut mieux que 1000 réunions.
Et donc, ça sera toujours plus intéressant de mettre dans les mains de votre client un prototype pour qu'il puisse vraiment se rendre compte de ce que vous voulez lui proposer, même si c'est pas quelque chose de parfait. Un prototype, ça n'a pas besoin d'être, comment dire, ça n'a pas besoin. On n'est pas sur une version finale de votre projet. C'est vraiment un prototype. Donc, je vous ai fait une petite image derrière pour vous montrer un petit peu sur la blague, mais globalement, ça peut être ça, un prototype, quoi. L'idée étant de vraiment pouvoir le mettre dans les mains de votre client et lui dire, voilà, si ça fait ça, que ça a telle fonctionnalité, est-ce que ça pourrait répondre à tes besoins? Voilà. Et par rapport à ça, vous allez regarder un petit peu comment la personne, elle réagit sur votre prototype. Et donc, effectivement, donc j'étais un petit peu en avance de phase sur les cinq étapes, mais c'est cette phase-là, la cinquième phase, la phase de test, où vraiment vous allez voir votre cible et vous lui mettez entre les mains votre prototype pour recenser un petit peu ses commentaires et les différentes remarques qu'elle pourrait vous apporter. Ce que dit la méthode, c'est que ça, c'est un processus qui est itératif et qui doit être recommencé autant de fois que nécessaire jusqu'à temps que vous arriviez à, dans le jargon, on dit c'est le product market fit. Donc c'est le moment où votre produit ou votre service, il va vraiment correspondre parfaitement aux attentes de votre client. Voilà, donc ça c'est vraiment une méthode en termes de créativité qui va ça va en fait vous recentrer et vous donner vraiment des jalons pour pouvoir être créatif et en même temps proposer une solution qui va répondre réellement aux besoins de votre client. Donc moi en tout cas ce que je conseille et ce qu'on conseille au niveau des structures dans lesquelles on travaille aux porteurs de projets, c'est de passer par ces différentes étapes pour vraiment proposer un produit qui correspond à ses clients. Voilà. Tac, ouais, donc j'ai pas passé ma slide, mais bon voilà. Donc l'idée c'est de capitaliser sur les remarques et faire évoluer votre produit ou service. Est-ce que vous avez des questions sur le design thinking ou est-ce que c'est bon pour vous? N'hésitez pas, hein, si vous voulez pas activer votre micro, si vous êtes en train de manger, vous pouvez taper dans le chat. Hein. Moi, ça m'intéresse d'avoir ta présentation, si c'est possible. Ouais, ok, sans problème. Vous pouvez mettre votre adresse mail dans le canal, comme ça je pourrais vous faire un petit mail après. Super, merci. Mais avec plaisir hein, pour enregistrer en rediffusion si jamais. Ouais. Oui, ça sera rediffusé, mais il n'y a pas de problème. En tout cas, mettez-moi votre adresse mail, je vous ferai parvenir l'après. Voilà. Donc vraiment, j'ai voulu axer un petit peu la présentation sur cette méthode-là parce que je trouve qu'en tout cas, même si c'était pas 100% axé créativité, c'est quand même une méthode qui est beaucoup orientée vers des méthodes de créativité et qui permet de bien faire évoluer son projet. Ok. Tac. J'avance. Je vous ai mis deux autres méthodes de créativité. Alors une qui va sûrement vous parler, c'est le mind mapping, qui permet en fait de vraiment explorer différentes branches qu'on pourrait avoir dans notre tête. En fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'avoir cette réflexion globale juste en gardant tout dans notre tête. Donc l'idée ici, c'est de mettre son idée centrale justement au milieu de votre mind mapping et de faire découler des branches à chaque fois en fonction de vos différentes idées. Et chaque branche entraîne d'autres idées. Donc vous voyez par exemple, je sais pas moi, mon idée centrale c'est travailler sur un sujet de mobilité. Pour ma mobilité, je vais avoir de la mobilité douce. La mobilité douce, d'autres branches qui vont arriver, ça va être, la trottinette, le skateboard, etc. Et vous voyez, à chaque fois, on fait différentes branches qui permettent d'aller un petit peu plus loin, en fait, dans les idées. Alors, qu'est-ce que tu dis, Quentin? N'hésite pas à mettre ton micro, Quentin, si tu veux intervenir pour pouvoir préciser un peu. Bien sûr. En fait, c'est parce que je mangeais, c'est pour ça. Ah, d'accord. Je disais, c'est aussi top en gestion de projet. Le mind mapping, je l'ai utilisé en événementiel par exemple. Donc on part de l'idée de base et on crée des branches et des sous-branches un petit peu dans tous les sens et ça permet de s'assurer qu'on n'a rien oublié.
thématique par thématique, on peut explorer, trouver des idées. Voilà, c'était ma petite remarque. C'est pas qu'en innovation, c'est aussi en gestion de projet, ça peut être cool. Ouais, ça peut être utilisé effectivement dans pas mal de domaines. Ouais. Mais alors pour axer sur l'innovation, ça vous permet effectivement d'aller sur plein d'idées et de pouvoir à chaque fois faire différentes ramifications pour creuser encore un peu plus le sujet. Et toute cette structuration-là du mind mapping ensuite vous permet d'avoir une réflexion qui est beaucoup plus globale que si vous aviez gardé toutes ces idées-là dans votre tête beaucoup moins structurées. Donc, voilà. Et donc, hop. La dernière méthode dont je voulais vous parler, c'est les chapeaux d'Edward de Bono. Alors, je sais pas trop si ça vous parle. C'est une méthode que nous, on utilise beaucoup avec les porteurs de projets, notamment sur les phases amont. C'est que Edward de Bono, ce qu'il dit, c'est que dans une phase de créativité, on va, sans s'en rendre compte, alterner les différents chapeaux. Donc, le chapeau 1, c'est la neutralité. On est axé vraiment sur les faits, les chiffres, les informations. On est dénué de toute interprétation. C'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, c'est un fait, c'est une chose. Ensuite, tout ce qui va être plutôt de l'ordre de l'émotion. Moi, je ressens plutôt comme ça la problématique. On est plutôt sur des sentiments, des impressions, des pressentiments. C'est par exemple la personne qui va vous dire moi aujourd'hui je vais pas prendre l'avion parce que je sais pas, j'ai le sentiment que va se passer quelque chose. Donc ça c'est le chapeau rouge de l'émotion. On a le chapeau vert de la créativité, donc ça c'est vraiment la personne qui est tout le temps en train de nous sortir 10 milliards d'idées à la seconde et qui est incapable de structurer. Donc voilà, ça c'est le chapeau vert. Le chapeau noir, c'est la personne qui est toujours en train de nous dire ah ben non, il faut faire attention parce que là, ce que vous êtes en train de faire, il y a tel risque, etc. C'est vraiment la personne qui est toujours en train d'être dans le risque, dans l'analyse des risques, du danger, en train de faire des objections et plutôt voir les inconvénients des choses. On a le chapeau jaune qui est toujours très optimiste. Alors lui, c'est toujours génial, toutes les idées sont géniales, tout ce qu'on est en train de faire, c'est parfait. Et on a le bleu qui lui est très organisationnel, il est toujours en train de réfléchir sur l'organisation des choses, très rigoureux, très discipliné. Je regarde juste le message. Ok, merci. Et donc, ce que dit Edward de Bono, c'est que dans un processus créatif, sans s'en rendre compte, effectivement, on va alterner ces différents chapeaux avec parfois des appétences plus pour l'un que pour l'autre. Et ce qu'il explique, c'est que pour avoir un processus créatif intéressant, il faut essayer d'alterner entre les différents chapeaux, mais en se focalisant vraiment sur un. Donc, il a matérialisé des modes de créativité où, par exemple, vous prenez une problématique et vous allez dire, dans une première phase de travail, eh ben là, tous ceux qui sont dans la pièce, on se met en chapeau blanc. Et on va essayer d'analyser les faits. C'est quoi la réalité des choses ? C'est quoi la réalité de la problématique qu'on a identifiée. Et là, on analyse tous les faits. Après, on dit, on va faire une autre phase sur on est tous chapeau rouge. Chapeau rouge, chacun va donner un peu son ressentiment personnel par rapport à la problématique. Moi, je pense que si. Moi, c'est comme ça que je le ressens plutôt. Voilà. Et vous voyez, on fait ça en fait avec les différents chapeaux. Et en fait, ça permet de vous mettre dans une autre posture et de pouvoir traiter un petit peu les différents, les différents styles de créativité qu'on peut avoir. Voilà, donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant à faire. Hein. Franchement, vous allez voir, et quand vous l'aurez pratiqué, quand vous aurez quelqu'un en réunion, vous allez tout de suite vous dire ah mais lui il est chapeau noir ou lui il est chapeau rouge. Et des fois c'est bien d'avoir en fait des personnes avec des chapeaux différents parce que ça permet d'apporter justement une diversité dans votre processus créatif. Mais c'est aussi intéressant des fois d'aller se focaliser sur un chapeau par un chapeau, de manière à vraiment avoir une analyse complète. Voilà. Et donc, du coup, un livre que je vous conseille pour aller un petit peu plus loin sur tout ce qui est méthode de créativité, c'est ça, La boîte à outils de la créativité. Moi, c'est un bouquin que j'ai. Il y a beaucoup d'outils, d'exercices que vous pouvez faire pour animer vos sessions de créativité. En fonction de la typologie de votre projet, il y a différents outils. Si vous êtes sur de l'amélioration, par exemple, d'un produit, vous allez avoir différents outils.
Si vous êtes sur un processus créatif, je sais pas, pour trouver des nouvelles idées, vraiment des nouvelles idées de projet, vous allez avoir d'autres outils. Et enfin, je trouve que c'est un bouquin qui est quand même assez complet. Donc moi, je vous le conseille. J'ai pas d'action chez eux, mais voilà. Je le laisse un petit peu si pour que vous ayez le temps de le noter, si vous voulez. Voilà. Tac. Et donc voilà, du coup, bah, j'ai terminé pour ma présentation. Je sais pas si je suis peut-être allé un peu vite, mais en tout cas, je suis disponible si vous avez des questions, même des remarques sur vous, votre manière d'animer des sessions de créativité. Et si vous avez déjà pratiqué le Lean Startup, un petit peu votre ressenti. Enfin, pas le Lean Startup, mais le Design Thinking, pardon. Je trouve que ça donne beaucoup de pistes pour revoir un peu sa méthode, pistes d'amélioration, j'entends. Ouais. Après, c'est intéressant, mais comme je disais, c'est que le mieux reste quand même de pratiquer quoi, ces méthodes-là. Parce on peut les lire autant qu'on veut, si on les pratique pas, ça sert à rien, quoi. Et moi, dans les pratiques de créativité, les premiers ateliers que j'ai réalisés ont toujours été un peu laborieux. Enfin, ont été un peu laborieux parce que faut prendre des réflexes, faut être capable de recadrer un petit peu pendant les processus de créativité, parce que en fait, en créativité, il y a quand même des règles à respecter, notamment sur la manière dont les gens vont avoir d'interagir avec les autres. Notamment si je prends une règle simple, on dira jamais oui mais on va être plutôt dans le oui et. Parce que le fait d'introduire toujours un oui mais, en fait, ça va complètement briser la créativité des autres. C'est-à-dire que dès que vous opposez des arguments à l'idée de quelqu'un, eh ben, la personne, à tous les coups, vous allez pouvoir observer qu'à un moment, première fois, ça va peut-être pas le faire, deuxième fois, elle passe encore. Par contre, au bout de la troisième fois où on lui dit oui, mais par contre, ton idée, non, elle est pas terrible pour telle et telle raison, eh ben, la personne, à un moment, elle va se mettre complètement en retrait et le processus créatif, il est complètement cassé, en fait. Donc, ce qui est important de faire, c'est pas de jugement, pas de remarques sur les idées. C'est bien de cultiver un peu les idées loufoques. C'est justement cette phase de divergence qui est intéressante, où il faut laisser s'exprimer les gens. Et par contre, après, on est sur la phase de convergence, où là, on commence à porter un petit peu plus de jugement sur les idées qui ont été émises. Mais pas dans la période de divergence, sinon ça casse tout. T'as des remarques? Non? Karim, des remarques? Questions? Non, ça va? Ok. Ah, Pépinière, ça va aussi? Oui, ça va. Ok, Ça va. cool. Loïc, Sarah, c'est bon pour vous? C'était très clair. Ok, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Je ne sais plus quel est le prochain sujet qui sera traité en lunch. En tout cas, moi, je sais que le prochain lunch que j'animerai, ce sera un lunch sur Figma. Figma, qui est un outil qui permet de créer des maquettes de sites internet. Donc voilà. Vous serez les bienvenus pour ce lunch qui se tiendra le 9 avril. C'est noté. Rendez-vous pris. Voilà. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Puis du coup, bonne journée à vous. Je prends juste les adresses mail, comme ça je vais pouvoir envoyer tout de suite le mail. Et puis voilà, on sera bon. Tac. Merci à vous. Merci à toi. Merci Jérémy. À la prochaine. À la prochaine, bonne journée. Salut.